Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Innes We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! Dans ce nouvel épisode de Nutstalk, je te dévoile ce que cachent les industriels du café. Transformer sa passion pour le café en une mission pour un commerce plus équitable. Après un séjour en Afrique, Stéphane Comard a vu les coulisses de l'industrie du café et a décidé d'agir. Cofondateur d'Ethicable, il a pris le pari de changer les règles du jeu, en luttant contre les pratiques injustes et en promouvant un modèle durable. Stéphane dévoile les dessous de la privatisation du café et ses impacts durables sur les filières. Face à des géants de l'industrie, il a pris des initiatives courageuses pour réparer les erreurs du passé et améliorer les conditions de vie des agriculteurs. Grâce à leurs actions, des communautés sont renforcées, des environnements sont préservés et les consommateurs dégustent un produit de qualité supérieure. Stéphane a prouvé que le café peut être bon pour tout le monde. Quelles sont les véritables origines de votre café? Quelle est la différence entre les cafés industriels et les cafés produits de manière éthique et durable? Qu'est-ce que le commerce équitable et comment affecte-t-il les producteurs de café? Stéphane me dévoile les coulisses du commerce du café dans ce nouvel épisode de Nutstalk. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute. Stéphane, je vais déjà te demander par te présenter parce que sûrement nos auditeurs ne savent pas précisément qui tu es. Alors dis-nous qui tu es et partage-nous un petit peu ton parcours. Bonjour, donc Stéphane Comard, je suis un des cofondateurs d'Ethicable. Euh, voilà, on a créé Ethicable il y a 20 ans maintenant, et alors mon parcours, un parcours assez classique, hein, somme toute. J'ai fait des études classiques. Comme je ne savais pas très bien quoi faire après le bac, j'ai fait quelque chose d'assez généraliste, une école de commerce. Même si je n'avais pas de vocation particulière pour faire du commerce, c'est l'orientation que j'ai prise. À la fin de cette école, je ne savais toujours pas très bien comment m'orienter, donc je suis parti comme volontaire en Afrique, comme volontaire du progrès. Et puis, j'ai découvert l'Afrique, j'ai découvert les problématiques de développement et ça m'a complètement passionné. Ça a été une révélation dans mon parcours professionnel puisque après ces 2 années de volontariat au Mali, je suis rentré en France et j'ai fait une formation complémentaire d'économie du développement à la Sorbonne. Et je me suis orienté vraiment vers les problématiques du développement d'une manière générale. Et puis au fur et à mesure, je me suis plutôt orienté vers les problématiques de développement dans l'agriculture, le financement de l'agriculture. Et j'ai orienté ma carrière comme ça, dans cette direction-là, avec des expériences assez variées. D'abord un peu en ONG, ensuite dans des entreprises privées. Je travaillais sur un projet de la Banque mondiale en Afrique, au Burundi exactement, sur la filière café. C'était la période, j'ai un peu honte de dire ça maintenant, mais c'était la période où il fallait absolument privatiser toutes les grandes entreprises d'État, notamment au Burundi, il y avait un office des cafés dont les institutions de Bretton Woods avaient décidé de privatiser complètement toute la filière café. Et j'étais assistant technique sur la privatisation de déparchage de café à Bujumbura et Gitega. C'était dans les années 90. Je suis ensuite rentré parce qu'il y avait la guerre s'est déclarée au Burundi, et je suis rentré dans une société de matières premières, de négoce et de traite de matières premières agro-tropicales, comme on avait l'habitude de dire à l'époque. Donc c'était café, caoutchouc, cacao, huile essentielle, etc. J'ai fait quelques années où j'ai beaucoup appris, mais j'avais du mal à me retrouver moi dans mes valeurs et dans ce que j'étais. J'en retire une très grande expérience professionnelle, mais aussi des questions de plus en plus importantes sur quel sens je voulais donner à ma vie professionnelle. Et puis, j'ai eu l'opportunité de partir dans un bureau de conseil spécialisé sur
le financement de l'agriculture dans les pays du Sud. Donc, ça englobait la microfinance jusqu'à la métafinance, donc financement de campagnes agricoles, que ce soit sur le coton, le sucre. Et alors là, on venait réparer les dégâts de justement la privatisation qui m'avait été lancée plusieurs années plus tôt, parce que ça avait complètement déstabilisé les filières et notamment ça avait déstabilisé les problématiques de financement des filières. Et donc, j'ai travaillé assez longtemps sur les problématiques de financement du coton et sur le financement du sucre. Voilà, jusqu'au moment où faire des études et faire du conseil, il me manquait un peu une dimension entrepreneuriale que j'ai retrouvée en créant avec deux amis, Rémi et Christophe, Ethicable en 2003. Et donc, voilà comment on est arrivé sur Ethicable. Alors, au début d'Ethicable, je me suis toujours occupé de la partie gestion, finance, tous les aspects économiques de l'entreprise. Et puis au tout début, je m'occupais plutôt du thé. Parce que c'était en Asie, que j'aimais bien l'Asie et que voilà, je me suis passionné pour le thé. Et puis en 2010, on a eu une opportunité de réorganiser un peu les activités avec un partenaire qui s'appelle Café Michel, qui est aussi une structure coopérative qui est basée à Pessac, qui est torréfacteur. Et donc, je me suis particulièrement impliqué sur le développement de Café Michel. Et donc là, je suis revenu à à mes premières amours autour du café, puisque j'avais déjà sur le Burundi passé 2 ans et demi sur la filière café. Là, je suis revenu du côté torréfaction. Et donc, ça a été ma deuxième grande révélation sur le café. Et depuis, je n'ai pas quitté. Depuis donc 2011, je suis complètement en charge du café et de tous les aspects autour du café, avec différentes problématiques. Notamment tout ce qui est formation, hein, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, pour être torréfacteur, on n'a pas de formation. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on était torréfacteur euh, étant apprenti ou stagiaire auprès d'un maître torréfacteur, donc quelqu'un qui avait de l'expérience. Et c'est par l'expérience que la formation se passait. Donc, on a beaucoup, dans le cadre du milieu professionnel, on a beaucoup œuvré à ce que la formation autour des métiers du café se formalise de plus en plus. Et donc, on a développé des modules de formation avec une association internationale qui s'appelle la Specialty Coffee Association, avec elle, on a créé des modules de formation qu'on a développés en français pour pouvoir accompagner les acteurs qui veulent se lancer dans le café, que ce soit plutôt torréfaction, barista et tous les métiers autour du café. Donc aujourd'hui, on a des cursus de formation qui nous permettent de devenir de bons professionnels, avec comme réussite de la profession, parce que je n'y suis pas pour grand-chose, même si j'y ai contribué un peu, mais je suis pas pour grand-chose, avec la création d'un MOF torréfacteur il y a 4 ans maintenant. Et donc, on a eu deux sessions de MOF. Donc, aujourd'hui, il y a quelques MOF torréfacteurs en France. Et donc, ça contribue à améliorer la professionnalisation et la qualité des cafés qui sont proposés aux consommateurs en France. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, du coup, comme les auditeurs l'auront compris, on va parler aujourd'hui principalement du coup du café. En tout cas, tu as un parcours professionnel extrêmement vaste, très intéressant. Je reviens aussi sur ce que tu as dit sur ton collaborateur Christophe Eberhardt. J'ai déjà enregistré avec lui un épisode spécifiquement sur le chocolat. C'est un super épisode, chers auditeurs. Si vous voulez aller l'écouter, c'est l'épisode 9 du podcast. Donc, je vous laisse aller le voir où on parle effectivement de la création d'Ethicable et de tout ce qui est sur le chocolat, de la graine à la tablette. Donc, épisode extrêmement enrichissant. Heu, Avant de parler de café, j'aimerais savoir pourquoi toi, tu es allé du côté, agriculture, alimentation et pourquoi tu n'es pas allé sur un autre parcours? Qu'est-ce qui t'anime vraiment là-dedans?
Alors, qu'est-ce qui m'anime? Je crois que, comme à peu près tout le monde, j'ai été bercé dans une culture où on aimait bien manger. Mes parents, ma mère et mon père faisaient la cuisine. On avait l'habitude d'aller au marché acheter des produits. L'été, on passait des vacances, je passais des vacances chez mes grands-parents qui habitaient à la campagne. Donc, j'ai cherché du lait à la ferme, j'allais chercher des œufs à la ferme d'à côté. Et donc, j'ai été dans un milieu où j'étais très proche du milieu agricole. C'est vrai que tout ce qui tourne autour de l'alimentation, ça m'a toujours intéressé. Il faut dire que je suis gourmand, hein. J'aime bien les bonnes choses. J'aime bien manger, j'aime bien les produits frais. J'aime bien déguster du café, du chocolat. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis posé des questions autour de qu'est-ce qu'il y avait comme sens, à quel sens on pouvait donner à tout ce qu'il y avait autour de l'alimentation. Et donc, petit à petit, je me suis tourné vers l'activité autour de l'agroalimentaire. Tu as dit, tu aimes bien, bien manger. Est-ce que du coup, tu aurais ta propre définition de bien manger? Pour toi, c'est quoi bien manger? Alors, bien manger, c'est manger des produits frais, des produits qu'on cuisine, mais pas trop complexes, mais juste ce qu'il faut pour faire ressortir les qualités intrinsèques des produits. C'est manger équilibré, donc pouvoir diversifier son alimentation dans le même repas, y trouver une satisfaction physiologique et une satisfaction intellectuelle, au sens où j'aime bien me poser des questions sur, bah, tiens, quand je mange ce légume, qu'est-ce que je ressens exactement comme saveur? Est-ce que j'apprécie ça ou pas? Est-ce que je peux le caractériser? Si je devais décrire le chou-fleur que je suis en train de manger à quelqu'un qui n'a pas de goût, comment je pourrais lui expliquer l'expérience que je suis en train de vivre? Ça a toujours été des choses qui m'ont particulièrement interrogé. Et donc, c'est vrai que l'alimentation et la nourriture font partie de mes centres d'intérêt. Ah, c'est vraiment très intéressant. Tu es la première personne qui m'explique, que manger, c'est prendre le temps, tu vois, de déguster ses saveurs ou de «comprendre» entre guillemets qu'est-ce que dégage, un aliment, tu vois? Que ce soit au niveau de la saveur et comment, tu pourrais le décrire? C'est super intéressant. Alors ça, c'est un exercice que je conseille à tout le monde, parce que d'abord, c'est facile à faire, enfin, c'est facile, c'est plus ou moins facile. En tout cas, c'est pratique à faire. On mange tous les jours, l'alimentation est accessible. Mais de se dire, tiens, si je devais décrire ça à quelqu'un en face de moi qui ne peut pas ressentir la même chose, parce qu'il ne peut pas goûter ou pour X raisons, comment je ferais pour lui faire ressentir ce que je sens? Et ça, c'est le début de l'analyse sensorielle, hein. C'est essayer de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et ça, c'est un peu le premier pas de l'analyse sensorielle. Mais aujourd'hui, c'est vrai que plus personne le fait parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps. Déjà, on prend même pas le temps de se préparer à manger. Alors, en plus de ça, venir analyser qu'est-ce qu'on mange et est-ce que finalement c'est bon ce que je mange, ça devient compliqué. C'est vrai, mais c'est un hobby simple et à la portée de tout le monde et je le recommande. Ouais, bah, j'essaierai, la prochaine fois. Partons, sur le café. Est-ce que bah, on va partir de la base, c'est quoi le café et d'où est-ce qu'il provient? Alors, le café, donc le café qu'on connaît, nous, tous les jours en France, c'est en fin de compte le résultat de la torréfaction d'un noyau, le noyau d'une cerise. La cerise qui est le fruit d'un arbre qui s'appelle le caféier. Cet arbre, c'est un arbre de la famille des cophéas. Voilà, il y a deux grandes espèces très connues. Il y a plus de 150 espèces de caféiers, mais il y en a deux qui sont très connues, l'arabica et le robusta. Il y en a quelques en train d'émerger grâce à la recherche pour l'avenir, en tout cas pour répondre à un certain nombre d'enjeux d'avenir. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais aujourd'hui, le monde du café, c'est 70% de café arabica, 30% de robusta. C'est une plante qui pousse à l'origine dans la forêt, qui pousse dans une zone géographique intertropicale, donc proche de l'équateur.
et entre les deux tropiques, donc entre le tropique du Capricorne et le tropique du Cancer, et on le trouve sur l'ensemble des continents, donc en Amérique, en Afrique, en Asie, et grosso modo, le caféier pousse dans 50 pays à peu près dans le monde sur cette ceinture tropicale, intertropicale. Et comment on obtient, notre café quand on est à la maison, de la culture du coup, au ju qu'on le met dans la machine pour faire notre café? C'est quoi les différentes étapes par lesquelles passe, le café? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le café, il y a grosso modo deux types de production de café. La production de café industrielle, puisque c'est une matière première qui est largement développée, qui est consommée partout dans le monde. Et donc, il y a une culture industrielle du café. On plante en plein champ des centaines d'arbres. Et puis, il y a une culture traditionnelle qu'on retrouve en agroforesterie sur des petites parcelles. Et donc, le caféier pousse, c'est un arbre qui fait, l'arabica peut mesurer entre 2 mètres, 3 mètres de haut. Euh, il commence à donner des grains de café, donc à fleurir, à donner des grains de café au bout de 3 ans. Le producteur va cueillir ces graines de café, ces cerises de café mûres. Donc, une fois qu'elles sont bien mûres, souvent rouges, rouges un peu cramoisies, il va soit les transformer par fermentation, donc va les faire fermenter et ensuite enlever la pulpe, soit il va les faire sécher directement comme ça. C'est deux grosses différences de transformation post-récolte. Soit on va le faire fermenter, soit on va le sécher comme ça. On aura un café, ce qu'on appelle lavé, puisqu'une fois qu'il a fermenté, on le lave et puis on le fait sécher. Sinon, on le fait sécher et on appelle ça un café nature. Voilà, donc ça, c'est les deux grandes familles de café transformés. Ce café, on va lui enlever. Alors, euh, je vais te couper comme ça on va voir un peu les différences à chaque fois. Donc là, tu as donné les 2 différences de, lavage et séchage. Qu'est-ce qui différencie les 2? Pourquoi on choisit l'un ou l'autre? C'est quoi les différences? Alors les différences, d'abord c'est parce que les gens aiment bien diversifier un peu leur activité. Pour faire du café fermenté, ça demande une petite technique, donc il faut pouvoir accompagner les producteurs, ou il faut que les producteurs puissent se former entre eux pour pouvoir bien fermenter le café. Donc on va mettre les cerises de café enfermées dans des sacs ou bien dans des bacs. Ça va fermenter pendant quelques heures. En fonction de la température, ça peut être plus ou moins long, mais c'est en général quelques heures. Et puis ensuite, on va déparcher, laver, sécher. Ça va donner un café qui sera beaucoup plus équilibré. On va avoir un café qui sera certainement un petit peu plus acide. On va faire ressortir la fermentation, on va faire ressortir des arômes qui n'existent pas dans le café nature, puisqu'il y a un certain nombre de précurseurs aromatiques qui vont être révélés par la fermentation. Donc, on va avoir un café qui sera certainement un petit peu moins, qui aura un tout petit peu moins de corps, mais qui aura plus d'arômes. Dans le cas de de la voie, ce qu'on appelle la voie sèche, donc le café nature, on va faire sécher le café avec la pulpe. Il va y avoir un certain nombre de nutriments qu'il y a dans la pulpe qui vont passer dans le noyau du fruit, et donc on aura un café à la tasse, on aura un café qui sera certainement un peu plus, qui aura plus de corps, qui sera un peu plus brut, et qui pourra avoir des notes un peu différentes. L'intérêt d'avoir un café nature, c'est aussi qu'il va donner plus de mousse si on le fait en expresso. Voilà. Alors, après, c'est des questions de. Il faut essayer de faire un peu le parallèle avec la vinification. C'est aussi des questions de mode. Aujourd'hui, si on vous fait boire deux cafés différents, un nature, un lavé, si on vous prévient avant, vous allez voir qu'il y a des différences parce que vous allez faire attention. Mais si on ne vous prévient pas, vous allez trouver que c'est du café et vous ne ferez pas la différence. Donc, c'est aussi une question de mode, d'appréhension. Bon, c'est pas, il n'y a pas une qualité qui est meilleure que l'autre.
C'est vraiment une diversité de choses et c'est plutôt ça qui est sympathique, c'est qu'on peut aimer avoir un café un petit peu plus acidulé, avec des notes un petit peu plus fleuries ou un peu plus fruitées, ou bien un café avec plus de corps, avec plus de matière. Et donc, voilà, c'est un peu les différences. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le café lavé, café fermenté, ça demande de l'eau, que l'eau est une denrée de plus en plus rare, de plus en plus précieuse. Et donc, le café lavé, aujourd'hui, doit se réinventer un peu pour pouvoir recycler l'eau, économiser de l'eau et pas devenir une source de consommation d'eau non maîtrisée. Donc, il y a tout un travail qui est en train de se faire de ce côté-là, justement, pour pouvoir gérer parfaitement cette étape de transformation et rester dans une logique respectueuse de l'environnement. Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est 80% des cafés qui sont lavés, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Ouais. Et donc, cette gestion de l'eau fait partie des choses qui font partie des enjeux des cafés lavés, des arabicas lavés en ce moment. Mais des solutions existent, hein. Il y a des coopératives qui mettent en place des dispositifs de récupération de l'eau, de traitement et de réutilisation de l'eau une fois qu'elle a été utilisée. Donc, petit à petit, ça ne sera plus vraiment un sujet, mais c'est des sujets qu'on accompagne en ce moment parce que ça fait partie un peu de l'actualité, hein, c'est clair. Et donc on voit pas de différence au goût, enfin, pour le consommateur lambda, il voit pas de différence, mais les coopératives, du coup, elles préfèrent utiliser le lavé plutôt que, la version sèche parce qu'il y a un avantage, c'est plus rapide, il y a un gain, quelque part? Non, alors les coopératives, elles ont des habitudes, elles ont des savoir-faire. Comme je vous disais, maîtriser la fermentation et le lavage, ça demande plus d'installation, ça demande du savoir-faire, ça demande de la technique, parce que si on ne le fait pas correctement, on peut abîmer le café. Si on fait une surfermentation, on peut avoir des goûts qui sont désagréables. Donc il y a quand même un savoir-faire qu'il faut maîtriser. La coopérative, une coopérative qui est bien dans son marché, elle va faire un peu les deux pour pouvoir répondre à la demande et avoir des cafés lavés pour les consommateurs, en tout cas pour les acheteurs qui sont intéressés par des cafés lavés, et elle va avoir des cafés nature pour les gens qui préfèrent les cafés nature. Maintenant, pratiquement toutes les coopératives font les deux. Euh, et après, c'est une demande de marché. La problématique d'une coopérative caféière, c'est surtout de pouvoir vendre la totalité de sa récolte à un bon prix et avec la meilleure valorisation possible. Donc, bien souvent, maintenant, on trouve des coopératives, ce n'est pas le cas partout, mais on trouve des coopératives qui connaissent bien le marché. Elles savent que tel type de pays consomme plus de café lavé, tel type de pays consomme plus de café nature. Et donc, elles vont gérer aussi leur production en fonction d'une demande qu'elles maîtrisent, en tout cas qu'elles connaissent, Et à quand défaut de on maîtriser. on achète notre paquet de café, est-ce que ça, on peut le voir sur le paquet? Est-ce que c'est noté? Est-ce que c'est une réglementation ou est-ce que finalement, le consommateur, il en sait rien du tout? Alors, le consommateur lambda, quand vous achetez un café dans un magasin de la grande distribution ou même dans un magasin de proximité, vous ne le savez pas. Ce n'est pas marqué forcément dessus, c'est même pas une obligation de le marquer dessus. Vous allez chez un torréfacteur de quartier, qui va vous proposer des cafés un petit peu particuliers, donc qui connaît l'origine. Là, il le sait, ça fait partie. Les gens du métier connaissent, font la différence et connaissent. Et donc, vous allez chez un artisan près de chez vous, il va vous expliquer tel café, c'est un café lavé, tel café, c'est un café nature. Mais sinon, si c'est dans un magasin de la grande distribution ou un magasin de proximité, vous n'aurez pas d'informations là-dessus. OK, super intéressant. Hem, OK, maintenant j'ai lavé mon café ou je l'ai fait sécher, qu'est-ce qu'on fait après? C'est quoi l'étape, suivante? Alors, l'étape suivante, c'est que vous le stockez, quoi, la coopérative de producteurs le stocke et va essayer de le vendre. À partir du moment où elle a un contrat d'achat, elle va préparer le café, ce qu'on appelle préparer le café, c'est-à-dire qu'elle va sortir de son entrepôt du café, ce qu'on appelle du café de parche. Donc, c'est une graine de café recouverte d'une pellicule assez fibreuse et elle va le déparcher. Elle va enlever cette pellicule, elle va polir le grain, elle va trier les grains
par densité, par taille. Elle va enlever tous les grains qui ont des défauts, qui sont piqués, qui sont mal formés, et puis elle va faire un lot homogène de café. Et donc là, on arrive à un stade qui s'appelle le café vert ou le café marchand. Donc c'est ça qui va monter dans le bateau sous la forme d'un sac de 60 kilos. Alors je dis 60 kilos parce que c'est la norme, mais il y a des pays qui ont des sacs de 70 kilos, il y a d'autres pays qui ont des sacs de 69 kilos, mais la norme c'est les sacs de 60 kilos. Donc on a des grains de café vert mis dans des sacs de 60 kilos. Ça va prendre le bateau et ça va arriver dans un pays de consommateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lieux de production du café sont très différents des lieux de consommation. Il n'y a peut-être qu'un seul pays qui se distingue par rapport à ce que je dis, c'est le Brésil, où il y a une grande partie des consommateurs brésiliens qui consomment des cafés du Brésil. Le Brésil étant un des premiers producteurs de café à développer une habitude de consommation, et c'est pratiquement un des seuls pays où on consomme du café. Et donc les cafés sont consommés dans les pays, ce qu'on appelle les pays occidentaux, ou dans les pays moyen-orientaux. Donc ils vont faire du chemin et ils vont être donc commercialisés dans des pays, l'Europe, l'Amérique du Nord et les pays du Moyen-Orient. On arrive au port de destination, on va entreposer ces sacs de 60 kilos et puis on va les envoyer chez un torréfacteur qui peut être de plusieurs. Il y a des torréfacteurs, des petits torréfacteurs donc, qui font entre 5 tonnes et 15 tonnes par an. Il y a des moyens torréfacteurs, en tout cas en France, c'est un peu organisé comme ça. Petit torréfacteur, moyen torréfacteur et gros torréfacteur. Donc ça, c'est l'industrie du café. Le torréfacteur, qu'il soit petit ou moyen, il va avoir comme objectif de révéler les qualités intrinsèques du grain. Donc il va faire cuire le grain de café. Et là, il y a un travail particulier, ce qu'on appelle la torréfaction, un travail particulier qui va s'orienter autour de choses qui sont bien connues en cuisine. Hein. Les cuisiniers vont comprendre tout de suite. Il va y avoir d'abord une phase de séchage du grain. Donc, dans le grain qui est commercialisé, le grain vert, le café vert, on a une humidité à peu près de 12%. Et puis ensuite, quand on le rentre dans le torréfacteur, on va diminuer, on va le faire sécher, on va diminuer cette humidité jusqu'à 2-3%, et puis ensuite on va cuire le grain de café, et à partir de 150 degrés, on va provoquer la réaction de Maillard, qui est une réaction bien connue en cuisine, qui permet grosso modo de caraméliser les sucres. Donc c'est une réaction qui permet de développer des précurseurs d'arômes par une caramélisation des sucres. Je fais un peu simple, hein, parce que si on rentrait dans l'équation chimique, je perdrais probablement les auditeurs. Et donc, cette réaction de Maillard va donner le goût qu'on va avoir dans le café, qui est très différent du goût du café vert. Si vous mettez du café vert dans un verre d'eau, vous allez avoir un goût très herbacé au bout de 6, 7, 8, 10 heures, parce que ce n'est pas un produit qui a beaucoup d'arômes et de saveurs. Par contre, si vous mettez du café torréfié dans de l'eau, notamment dans de l'eau chaude, mais même dans de l'eau froide, au bout de quelques minutes, vous allez ressentir ce bon goût de café qu'on a l'habitude de boire. Donc le torréfacteur va faire cette cuisson, cette torréfaction, et puis en fonction du résultat qu'on veut obtenir, il va terminer un peu plus tôt ou un petit peu plus tard la cuisson pour pouvoir engendrer d'autres réactions, notamment de caramélisation. Et c'est là le savoir-faire du torréfacteur, c'est de se dire, pour un café d'Amérique latine, du Pérou, je vais le torréfier comme ça. Pour un café d'Éthiopie, je vais le torréfier plutôt comme ça. Et je vais faire ressortir ces notes plutôt fleuries. Sur un café d'Éthiopie, on a tous tendance à vouloir pouvoir exprimer les notes fleuries de fleurs blanches qu'on peut retrouver dans les cafés d'Éthiopie. Et par contre, dans un Costa Rica ou dans un Guatemala, on va essayer de faire ressortir plutôt les notes de chocolat qu'on peut trouver naturellement dans les graines de café. Et donc, notre métier, c'est ça, c'est de réussir à faire ressortir ces saveurs qu'on peut trouver intrinsèquement dans ces grains de café. Ensuite, on va le moudre ou pas.
Et puis, on Alors va pour l'emballer juste très rapidement. pour la torréfaction, il existe plusieurs méthodes de torréfaction. Il me Voilà. semble qu'il y a la torréfaction genre à très haute température, une à plus basse. Du coup, c'est quoi la mieux? Est-ce qu'il y en a enfin, explique-nous. Alors, la torréfaction, c'est un savoir-faire, hein. Il faut bien maîtriser la cuisson. Et puis, effectivement, c'est ce qu'on appelle la courbe de torréfaction. Donc, gérer l'augmentation de la température dans le grain et lui faire traverser ces différentes étapes qui sont en fonction des réactions chimiques qui se passent à l'intérieur du grain. Il faut pouvoir les maîtriser et les reproduire toujours pareil. Alors, un torréfacteur qu'on appelle la torréfaction artisanale, la torréfaction lente, entre 8 et 14 minutes, c'est celle qui est le plus qualitative parce qu'on va respecter le grain, on va faire monter en puissance la chaleur à l'intérieur du grain et on va maîtriser toutes les étapes de la cuisson. Et c'est ça qui va faire que le café qui va sortir, le café torréfié qui va sortir du torréfacteur sera de qualité. Alors effectivement, aujourd'hui, l'industrie, la grande industrie, la grande industrie, pour des soucis économiques et d'économie d'échelle, a développé des torréfacteurs ultra rapides, donc avec des températures très très hautes, et la torréfaction va durer 2-3 minutes. Et on va avoir un grain qui va être cuit, mais pas forcément, les arômes à l'intérieur ne seront pas développés comme on va pouvoir le faire sur une torréfaction traditionnelle. Et il y a là, dans ce cas-là, on retrouve dans le commerce une grande partie de ces cafés torréfiés de manière rapide et intensive. On les retrouve dans les cafés entrée de gamme qu'on consomme régulièrement en France ou même dans les hôtels-restaurants. Ok, super. Une fois qu'on a fait la torréfaction, qu'est-ce qui se passe? Alors, une fois qu'on a fait la torréfaction, à partir de ce moment-là, le grain de café est fragile. Jusqu'à présent, le grain de café n'était pas fragile. C'était un grain comme un noyau de cerise, c'est solide, c'est dur, ça peut se conserver assez longtemps et on peut le stocker en sac pendant plusieurs mois. Une fois qu'il est torréfié, il devient fragile, donc il a un aspect physique qui est un peu plus gros que le café vert. Il a pris à peu près 20% de taille en plus, parce il y a eu une réaction chimique pendant la torréfaction qui est comme celle du popcorn. Les amidons qui sont dans le grain ont explosé et donc le grain a pris du volume et il a perdu en poids puisqu'il n'a plus d'humidité dedans. Donc il a perdu à peu près 20% de son poids et il a augmenté de 20 à 30% de sa surface. Ce café, il va être rempli d'arômes qui vont avoir tendance à s'évaporer si on ne fait rien. C'est pour ça qu'il faut le conditionner, il faut l'emballer très rapidement après la torréfaction et il faut le conserver à l'abri de la lumière, à l'abri de l'oxygène et à l'abri de l'humidité jusqu'au moment où on va le consommer. Donc, pardon. Donc, une fois qu'on le consomme, ce qu'on dit dans le milieu, c'est qu'il faut attendre 2 ou 3 jours après la torréfaction pour pouvoir consommer le café. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du grain de café, pendant la torréfaction, c'est accumulé du CO2 à l'intérieur et il faut que ce CO2 sorte du grain pour pouvoir avoir une expérience gustative parfaite. Et donc, on laisse 2, 3, jusqu'à 5 jours une période, ce qu'on appelle une période de dégazage. À la fin de cette période, il sera prêt à être consommé. Et donc après, là, s'offre différentes façons de consommer le café. Ça dépend des goûts, ça dépend des moments de la journée aussi. On peut soit faire un café expresso, soit café filtre, soit un café dans une cafetière French press, donc une cafetière à piston. Ça, il n'y a pas de solution plus meilleure que l'autre. Ça, c'est une question de goût. Et donc, chacun doit pouvoir identifier ce qu'il préfère. Et il n'y a pas d'exclusivité, hein. Moi, je bois des cafés expresso à certains moments de la journée. Je bois des cafés filtres à d'autres moments de la journée. Et puis, certains cafés, je préfère les faire en cafetière à piston parce que je trouve qu'ils se révèlent mieux en cafetière à piston que en filtre. Et ça, c'est des choix que le consommateur doit pouvoir faire tout seul
même si au début, il faut l'accompagner, il faut lui expliquer un petit peu. Et ça, il y a pas mal de sites ou de gens qui sont capables d'expliquer comment bien consommer du café. Ouais, on va en parler un petit peu plus loin dans l'épisode, mais je remonte un petit peu la filière. Donc tu as parlé de terroir, arabica, robusta. Hem, Quelles sont les différences entre les 2 et qu'est-ce qui influence vraiment, les arômes du café, mais en amont de la torréfaction, tout ça, vraiment, au niveau de la plante? Qu'est-ce qui influence, les différentes, catégories? Alors, déjà pour expliquer, l'arabica, c'est un café, qui pousse en altitude, à partir de 1200 mètres d'altitude, 1000 mètres d'altitude, 1200 mètres d'altitude, jusqu'à maintenant, on trouve des arabicas jusqu'à 2000 mètres d'altitude. C'est un café qui pousse souvent sous couvert, donc c'est un café comme le cacao d'ailleurs, hein. C'est des arbres qui naturellement ont l'habitude de pousser dans les forêts. Donc ils aiment bien l'ombre, ils aiment bien les ombrages. Et c'est des cafés qui vont être moins productifs que l'arabica. L'arabica se trouve dans les plaines, entre 0 mètre d'altitude et 800 mètres d'altitude. Le fait de pousser en altitude, ça va ralentir la physiologie de l'arbre. Donc le caféier va produire plus lentement, va produire probablement un peu moins de café, mais c'est des cerises, c'est des graines de café qui seront plus riches en oligo-éléments, plus riches en acides, etc., en minéraux, en acides, et qui va pouvoir révéler plus d'aromatiques une fois qu'on l'aura torréfié. Euh, un café robusta, c'est un café qui est, comme son nom l'indique, robuste, donc qui résiste à la température, qui résiste plus aux maladies, pour une raison assez simple à comprendre, c'est que dans le robusta, on a plus de caféine naturellement que dans un arabica, et donc la caféine, c'est un stimulant pour nous, mais c'est un insecticide important pour tout ce qui est insectes et petites bêtes qui pourraient venir endommager les caféiers. Donc le robusta résiste mieux aux attaques parasitaires et donc pousse plutôt en basse altitude. En altitude importante, il y a moins de pression parasitaire, puisque les parasites aiment moins l'altitude que la basse altitude, et donc les caféiers arabica ont moins de caféine, et donc permettent de pouvoir expérimenter plus les arômes et les saveurs qu'on va trouver dans le grain que sur le robusta. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un grain de café, les chercheurs ont identifié plus de 1000 molécules aromatiques différentes dans un arabica. Dans un robusta, on est plutôt aux alentours de 400. Et donc, oui, on trouve une différence importante entre l'arabica et le robusta en termes de saveur. Ensuite, qu'est-ce qui va faire la qualité? Ça va être le terroir. Vous allez avoir donc l'altitude, première chose. Ensuite, vous allez avoir des montagnes qui sont plutôt d'origine volcanique, avec des sols qui sont riches en certains oligo-éléments, certains minéraux, qui vont donner une typicité au café. Vous avez des sols qui sont plutôt sablonneux. Et donc là, la diversité des terroirs et des sols vont se répercuter sur la qualité des cafés qui vont y pousser. Et d'ailleurs, certaines variétés poussent plutôt dans les sols volcaniques et d'autres plutôt dans les sols granitiques ou sablonneux. Et ça, c'est ce qu'on retrouve pareil dans la vigne, hein. On retrouve exactement les mêmes logiques agricoles ou agroforestières. À un moment, tu as parlé, de café industriel et de café, plus traditionnel. Hem, J'aimerais savoir un petit peu les différences entre les 2 et peut-être les méthodes de traitement, ce genre de choses, qui différencient les 2 méthodes. Alors, ce qui est important de resituer peut-être, c'est que le café, c'est devenu un produit de consommation de très grande consommation, hein. On parle d'une matière première qui est la deuxième matière première après les hydrocarbures qui sont négociés dans le monde. On boit du café plus que du thé, plus que toutes les autres boissons, mis à part l'eau. Donc après l'eau, c'est le café qu'on boit le plus dans le monde. Donc il y a forcément
production importante pour pouvoir répondre à cette consommation. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est plutôt la production qui pousse la consommation ou la consommation qui tire la production, mais il y a donc une production importante. Avec le développement du marché du café, on a développé une culture du café intensive, ce qu'on appelle intensive, industrielle. Donc on a sorti le caféier de son habitat naturel qui était la forêt, on l'a planté en ligne, donc on a coupé la forêt, on a planté des caféiers en ligne et on le cultive maintenant de façon industrielle avec des tracteurs. On désherbe le champ de café avec des tracteurs. On récolte le café avec des machines à récolter comme ça peut se faire dans la viticulture dans certains cas. Et donc ce café, il est complètement traité de façon intensive et industrielle. Le caféier qui sort de son milieu naturel devient fragile, donc il faut accompagner cette culture intensive d'intrants, de produits chimiques pour le protéger de toutes les attaques parasitaires qu'il peut y avoir. Et donc, on va avoir une culture industrielle, une agroculture industrielle qui va se développer. Aujourd'hui, c'est une grosse partie de la culture du café qui est faite comme ça. Une chose importante à préciser dans ce cadre de la culture industrielle, c'est que bien souvent, c'est des grosses fermes et donc des gros propriétaires terriens qui font travailler des salariés dans leur plantation. Et donc là, on rentre dans un modèle de culture industrielle avec du salariat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la raison d'être de ces cultures industrielles et intensives, c'est la rentabilité. Et donc, pour la récolte du café, on va envoyer des machines de récolte, on va récolter le café à la machine et on va passer une seule fois pour récolter la totalité du café. Donc, sur un arbre classique de caféier, on va avoir des cerises qui sont mûres. La majeure partie des cerises sont mûres, mais il va y avoir des cerises qui sont trop mûres et des cerises qui ne sont pas assez mûres. Dans une récolte industrielle, on récupère tout et on transforme tout. On va choisir le moment où l'optimum sera le meilleur, mais il y aura quand même des cerises qui seront trop fermentées, trop mûres, et des cerises qui ne sont pas assez mûres. Et donc, il y aura la majeure partie des cerises qui seront normales, qui seront correctes, mais il y aura de part et d'autre des cerises qui ne sont pas conformes à ce qu'on attend d'un café, d'une cerise à transformer. De l'autre côté, il y a toute une industrie, un secteur d'activité de la caféiculture qui concerne des petits paysans qui ont entre 1,5 et 3, 4 hectares sur lesquels ils vont avoir du caféier, ils vont avoir des plantes d'ombrage, ils vont avoir peut-être un peu de fruitier et ils vont travailler le caféier comme un des produits de leur parcelle. Et donc là, ils vont y apporter le soin, si bien sûr ils sont bien rémunérés, ils vont apporter tout le soin qu'il faut, et notamment au moment de la récolte, ils vont passer 2 fois, 3 fois, 4 fois dans la parcelle pour pouvoir récupérer que les grains mûrs. Et ils vont avoir des cafés qui seront cueillis exactement à maturité. Et le premier gage de qualité d'un café, c'est un café qui est récolté à la main au bon degré de maturité. Et donc là, on voit que dans ce type d'agriculture, ce type de culture du café, on va avoir déjà dès le début, on va avoir une différence qualitative qui se fait en faveur de la petite agriculture, parce que le paysan va pouvoir faire un travail précis, soigné, minutieux, que dans une culture industrielle, on n'est pas du tout sur ce genre de concept. Et donc, très favorable. Développe, on appuie exclusivement la petite culture du café, la petite industrie caféière, avec des coopératives de producteurs, donc des producteurs qui se regroupent à plusieurs pour former une coopérative et mettre en place des appuis techniques, des formations, de l'accompagnement pour pouvoir produire un café de qualité. Et aujourd'hui, les très bons cafés sont souvent des cafés de la petite agriculture, hein, il faut bien le dire. En tout cas, ça vient toujours de l'agroforesterie.
Des cafés qui poussent sous ombrage, en prenant le temps. Et ça, c'est ça qui donne les très bons cafés. Alors, tu as parlé de rendement, enfin, comme quoi l'industrie cherchait à en donner le plus possible. Quelle est la différence entre le rendement d'un arbre ou d'une récolte industrielle ou plus équitable? Alors, c'est pas forcément équitable, hein. La petite, un arbre en agroforesterie classique va faire 200 kilos de café par an, à peu près entre 150 et 200 kilos de café par an. Euh, une industrie avec de l'irrigation, force engrais, force produits chimiques, tous les produits de traitement, etc. On va réussir au Vietnam, ils arrivent à faire entre 1,5 tonne et 2 tonnes par an. Donc c'est énorme, la différence est énorme. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'agroforesterie, des méthodes d'appui à l'agriculture bio, quand c'est bien mené, les producteurs peuvent arriver à passer de 200 kilos par arbre à 800 ou 900 kilos, hein, rien qu'avec des techniques souvent traditionnelles de, euh, d'agroforesterie, en commençant par gérer bien l'ombrage qu'il faut pour les arbres, ensuite en apportant des composts, différents types de composts, en faisant des traitements avec d'autres plantes, en associant sur la parcelle des arbres qui sont aussi des arbres amis des caféiers, et donc en reconstituant une écologie autour de la plantation du café, on peut avoir des cafés qui se sentent complètement qui se sentent bien et qui se mettent à produire de manière assez intéressante. Bon, entre 600 et 800 kilos, c'est très bien. Et de plus en plus, les agriculteurs, je suppose, ont des difficultés avec le changement climatique. Comment ça les affecte et quelles solutions ils arrivent à mettre en place, pour un peu, continuer, ben, à produire, pas forcément davantage, mais produire un café de qualité? Alors, effectivement, aujourd'hui, la filière café est confrontée à cette évolution, à ce changement climatique. Il y a plusieurs sujets. Il y a d'une part les problématiques de sécheresse. Il y a des tendances à avoir des aléas climatiques de plus en plus importants. Donc, la période de sécheresse, elle fait partie des éléments qui vont soit, en fonction de la période où ça arrive, soit ne pas faire fleurir le caféier, soit détruire le bouton de la fleur, soit détruire le fruit au tout début de sa fructification. Et donc la sécheresse est un des sujets. Mais il y a aussi des aléas climatiques, par exemple des excès de pluie, vont développer des attaques parasitaires, des champignons, ou bien développer des insectes plus que d'habitude. Et donc il faut aussi gérer ces aléas climatiques excessifs dans un sens comme dans l'autre. Puis il y a aussi, ça on ne le dit pas suffisamment, mais autour des tropiques et notamment de l'équateur, il y a aussi tous les phénomènes cycloniques qui peuvent venir euh, abîmer les arbres. Voilà. Et donc tout ça fait que c'est un risque supplémentaire pour le producteur. Alors, nous, ce qu'on a l'habitude d'observer, hein, puisque en fin de compte, nous, on est des observateurs, on est des facilitateurs, mais les solutions existent déjà beaucoup sur le terrain. Les producteurs ont une culture, un atavisme qui leur permet d'être résilients. Et alors souvent, on s'aperçoit que l'agroforesterie, l'association entre des arbres d'ombrage, des arbres d'une taille importante, un étage un peu inférieur avec peut-être des fruitiers, des orangers ou d'autres types de fruits, le café, et pourquoi pas, après, sur la dernière couche du maraîchage, des légumineuses ou des choses comme ça, on va pouvoir répondre à plusieurs problématiques. D'une part, la fertilité des sols, hein, puisque quand on a des arbres de couverture, les feuilles vont tomber, ça va faire de l'humus, le cycle du carbone va être renforcé, donc on va capter du carbone. Une plantation de café
Si on regarde juste au niveau de la plantation, une plantation de café en agroforesterie capte du carbone. Et donc, elle est positive pour la planète. Et donc, on va donc gérer bien le cycle du carbone, on va gérer la fertilisation des sols, on va retenir de l'eau en agroforesterie. Et donc, les moments où il y aura des sécheresses, si elles ne sont pas trop longues, et ben, une agriculture sous couvert en agroforesterie va mieux résister qu'une culture caféière en plein soleil sur des parcelles qui sont complètement défrichées, sans aucune herbe pour retenir l'eau, etc. Et donc, voilà, la différence, c'est nous, dans notre activité de tous les jours, on va faire la promotion de l'agroforesterie et de ces techniques traditionnelles d'accompagnement de la culture du café. Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur innutswetrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. Le café, il est quand même extrêmement consommé. Comment on peut arriver à maintenir un équilibre entre cette production peut-être toujours croissante et la conservation de l'environnement? Alors moi, ce que j'aurais envie de dire aux consommateurs, qui sont nos auditeurs d'aujourd'hui, c'est d'abord, même si c'est peut-être un petit peu plus cher, favoriser les cafés bio. Donc peut-être boire un peu moins de café, mais du meilleur café, et notamment du café organique, café biologique. Ça permet déjà de se dire qu'on participe à la réduction d'utilisation d'intrants et de produits chimiques qui sont quand même, au fond, qui sont quand même mauvais pour la nature et qui sont dans la plupart du temps résilients dans les sols. Donc commencer par un café bio. Et puis ensuite, se dire que de toute façon, il va falloir aussi payer probablement un peu plus cher son café pour que les producteurs puissent produire et vivre correctement de leur travail, mais puissent aussi mettre en place toutes les méthodes et toutes les techniques pour pouvoir être résilients à travers cette évolution du climat. Et donc, il faudra se faire une raison. Le café à moindre coût, petit à petit, ça va évoluer et il faudra payer un peu plus cher son café pour être sûr qu'il soit produit dans des bonnes conditions et que les producteurs qui sont derrière ces cafés, ces caféiers, soient capables de gérer cette évolution et ce changement climatique. Eh ben, la transition, elle est toute faite. On va partir du coup un peu de ce côté-là, des cafés bio et surtout du commerce équitable. Et on sait maintenant aujourd'hui que éthicable, c'est leur priorité. Alors déjà, c'est quoi le commerce équitable et quel est l'impact sur les producteurs de café? Alors, le commerce équitable, c'est une action, c'est du commerce d'abord, s'il faut dire, c'est une relation commerciale qui se noue entre un acheteur et un vendeur dans certaines conditions. Ces conditions, elles ont comme objectif de pouvoir respecter l'acheteur et le vendeur. Alors, comment ça se passe? D'abord, on va faire un achat direct, donc on va essayer d'acheter directement à la personne qui produit. On va définir un prix d'achat qui est un prix calculé sur le coût de revient du produit, auquel on ajoute une rémunération pour que le producteur puisse vivre décemment de son travail, et on va lui donner accès à un préfinancement, parce que ça fait partie des conditions du commerce équitable, et qu'au moment où on veut commander un café, le producteur n'a pas forcément la trésorerie nécessaire pour avoir de la main-d'œuvre pour collecter le café, pour le transformer, le mettre en sac et le vendre. Donc, il faut l'aider à accéder à un préfinancement, soit en le faisant nous-mêmes, soit en l'accompagnant auprès d'organismes de préfinancement. Et puis, on va acheter ce café donc à ce prix calculé qui lui permette de vivre décemment, en ajoutant
une prime bio pour le café bio, parce que l'agriculture bio, ça demande plus de travail que l'agriculture conventionnelle. Donc, on va lui payer un petit surcoût pour pouvoir se garantir que l'itinéraire technique de la bio soit bien respecté, notamment tout ce qui concerne les contrôles aux différentes étapes, hein, puisque la première des choses, c'est d'être sûr que quand on achète un café bio, qu'il soit bien bio, et donc il faut responsabiliser le producteur et que lui-même mette en place toutes les étapes pour être sûr et pour garantir aux consommateurs que le café est bio. Donc ça demande un travail supplémentaire, donc on considère que ça demande aussi un prix supplémentaire. Et dans le cadre du commerce équitable, on a une prime supplémentaire, qu'on appelle la prime équitable, qui est destinée à la coopérative, et pas au producteur, mais à la coopérative, pour renforcer la coopérative et pour lui donner les moyens d'appuyer les membres qu'elle représente. Et alors, on va avoir une prime qui est de l'ordre de 7 à 10% du prix dans le meilleur des cas. Et cette prime va permettre de faire fonctionner la coopérative. Et cette coopérative va pouvoir rendre des services aux producteurs, soit par exemple en mettant à disposition des préfinancements, soit en mettant à disposition des formations, soit en mettant à disposition un fonds social pour les maladies, par exemple. Et ça, c'est le choix de la coopérative, c'est le choix des membres de la coopérative. Et nous, acheteurs, on n'a pas notre mot à dire sur l'utilisation de cette prime. C'est une prime qui est utilisée par les producteurs pour la destination qu'ils souhaitent faire avec cette prime. Voilà. Ensuite, la deuxième partie, c'est quand on arrive dans le pays de consommation, eh ben, qu'on revendique notre appartenance au commerce équitable, qu'on explique aux consommateurs que ce produit il a été acheté aux conditions du commerce équitable et donc lui permettre de faire le choix entre un produit conventionnel et un produit équitable, que le consommateur, quand il va boire sa tasse de café, il va se dire, bah, au moins j'ai une garantie que le consommateur et le producteur, et nous, on est un traducteur de ce lien, on accompagne le consommateur et les producteurs pour que ils se retrouvent et que ça fonctionne et que l'acte d'achat devienne vertueux sur la partie sociale, mais aussi sur la partie environnementale, hein, puisque c'est un avenir, comme on vient de le voir tout à l'heure, c'est un avenir pour la culture du café, c'est qu'il faut mettre en place des bonnes pratiques vertueuses de protection de l'environnement et d'adaptation au changement climatique. Est-ce que le alors c'est une grande question, mais est-ce que le café est voué à disparaître ou non, avec, les méthodes que l'on met en place aujourd'hui, on aura toujours, du café? Alors personnellement, je pense que le café ne va pas disparaître. Il va y avoir une évolution, une adaptation. Peut-être que le café comme on le boit aujourd'hui ne sera pas le même que celui qu'on va boire dans 50 ans, pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il y a des changements climatiques qui se font, il va y avoir des adaptations. Peut-être les zones de production ne sont plus exactement les mêmes. Peut-être qu'on va être obligé de monter en altitude pour pouvoir faire plus de café. Il y a aussi toute la partie recherche agronomique, hein, mais on voit de plus en plus de variétés qui sont testées, donc des hybridations de café en fonction de ce que trouve la recherche pour mieux résister à la sécheresse. Donc, je vous parlais tout à l'heure il y a deux grandes familles, il y a les arabicas et il y a deux espèces qui sont consommées aujourd'hui, les arabicas et les robustas. En définitive, il y en a d'autres comme le liberica, comme l'excelsa, et puis, il va y en avoir probablement d'autres qui vont apparaître, en tout cas qui vont être le fruit de travaux d'hybridation et qu'on va développer justement pour s'habituer, pour s'adapter aux nouvelles conditions climatiques. Et donc, je pense qu'on aura toujours du café, il sera peut-être différent. Euh, j'espère, je pense et j'espère qu'on le payera un peu plus cher pour que les gens qui travaillent dans les champs puissent avoir tous les moyens disponibles pour produire mieux et en respectant la nature et la biodiversité. Et je pense qu'il y aura toujours du café dans ces conditions-là, il y aura toujours du café. Je reviens un petit peu, j'ai oublié de parler, de l'empreinte carbone. Hem, Produire en agroforesterie, ça permet, d'économiser 3 fois moins de CO2. Est-ce qu'il y a d'autres, solutions que vous avez mis en place qui permet de réduire l'empreinte carbone? Parce que forcément le café, bah, il est produit dans des pays, où après, bah, il faut, l'exporter et tout ça.
Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, alors, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que la grosse partie du carbone sur la filière café, elle est liée à la production agricole. Donc, en agroforesterie, grosso modo, on n'est pas émetteur de café, on est capteur pas de café, on est capteur de CO2. Après, il y a la transformation du café. Effectivement, là, on commence à émettre du CO2. Il y a le transport et il y a la consommation et le traitement post-consommation. Alors, nous, on a fait une première expérimentation il y a 3 ans d'importation de café à la voile. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'un petit peu novateur, mais ce n'est pas encore développé, donc techniquement, c'est un peu compliqué, puisque faire rentrer un voilier dans un port commercial pour pouvoir faire tous les papiers de douane, les certificats bio, etc., c'est compliqué. Il faut que ensuite, il faut que le voilier traverse et arrive sur le port de destination, il faut décharger, etc. Donc, on l'a fait, c'est possible à faire, on sait que c'est possible à faire. Ça demande des surcoûts qui sont importants aujourd'hui, qui sont difficiles à absorber dans un prix de vente normal. Donc, pour l'instant, on n'a pas développé ça. Par contre, on a pris l'engagement avec 2 compagnies maritimes de pouvoir développer le transport à la voile quand la solution technique, notamment de la taille du voilier, sera résolue et qu'on aura suffisamment des voiliers suffisamment grands pour charger les bateaux de manière suffisamment importante pour que l'économie d'échelle puisse jouer et que le surcoût de transport soit acceptable dans la chaîne de valeur. Alors, on a l'espoir qu'en 2026-2027, on puisse faire le transport d'un premier container, d'un deuxième container à la voile, voire 2 ou 3 containers. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. C'est encore à l'état embryonnaire, mais ça va se développer dans un avenir assez proche, hein, parce que 2026, c'est déjà demain. Ensuite, nous, on est très attachés à toute la partie post-transformation. Donc, une fois que ça arrive en France, bien sûr, le café, il faut le protéger. Donc, une fois qu'il est moulu, torréfié, moulu, il faut le protéger. On a des films, le paquet de café est des films. Jusqu'à présent, historiquement, on conservait le café avec des films dans lesquels il y avait de l'aluminium et puis des plastiques. Et donc, on a enlevé, il y a une dizaine d'années, on a décidé d'enlever l'aluminium. On travaille avec des films qui sont sans aluminium, sans vernis métallique. Et puis là, au mois de juin, on va avoir des emballages, des packagings de café qui sont en monomatériaux, donc avec un PE, simple PE, qui fait partie des produits qui sont recyclés dans les filières françaises de recyclage. Donc on va pouvoir maintenant, tout le monde nos consommateurs vont pouvoir mettre leur paquet de café dans le bac de recyclage en étant sûr qu'il y a une filière de recyclage qui existe pour ces produits-là. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, bien évidemment, on favorise le ratio emballage-produit. Donc, on met en avant plutôt des paquets de plus grande taille. Donc, au lieu de proposer du 250 grammes, on propose toujours, mais on propose aussi du 500 grammes et du kilo. Et bien sûr du vrac, hein, puisqu'on a une offre de café en vrac pour effectivement régler ce problème de l'emballage. Et puis, on s'est résigné à ne pas faire de capsules. Le marché de la capsule en France est beaucoup développé. Les Français sont des gros consommateurs de café en capsule pour X raisons. En tout cas, c'est une réalité. Dans les rayons des supermarchés, jusqu'avant le Covid, on était arrivé à une part de marché de la capsule de 50% du total du rayon de café. Donc, c'était très important. Et puis là, ça rebaisse un peu. Et nous, on n'a jamais accepté de basculer nos cafés sur des capsules parce que l'impact de la capsule est important, parce que le poids du coût du café, de l'emballage dans une quantité de café est très important. Donc, ça veut dire que le consommateur va payer plus d'emballage pour moins de café. Et ça, on a trouvé que c'était
pas responsable de proposer ça à nos consommateurs. Et donc, on est toujours resté sur des cafés moulus et des cafés grains. Voilà. Et donc ça, pour nous, ça c'est important. Ensuite, on peut appuyer, en tout cas, on a surtout des petites informations de temps en temps sur quoi faire de son marc de café, euh, parce qu'effectivement, le marc de café peut être utilisé quand on est urbain, pour déboucher par exemple son évier qui est bouché. Ça permet aussi de désodoriser les tuyaux de l'évier. Mais on peut s'en servir quand on a un jardin ou qu'on a des pots de fleurs. C'est un très bon engrais. On peut s'en servir aussi comme pour chasser les mouches, hein, puisque c'est le marc de café, une fois qu'on le fait sécher et qu'on le fait consumer, c'est un très bon insecticide qui chasse les insectes et les mouches. Et donc, voilà, on a plusieurs manières de conseiller les consommateurs autour de l'utilisation pour que la totalité du café soit utilisée de manière vertueuse. Ah, c'est super intéressant ça. C'est vrai que le café, au final, on peut l'utiliser vraiment de la graine jusqu'à après le marc de café, on peut encore l'utiliser et ça, c'est vraiment génial. Je reviens sur le prix des capsules là, parce que j'ai les chiffres sous les yeux. Donc, un paquet de café moulu, c'est environ 18 € le kilo, hein, à peu près, pour un café équitable, bio. Et pour les capsules, on est autour de 98 € le kilo. Donc, oui, on est Exactement. largement vraiment, vraiment beaucoup plus cher. Après maintenant, aujourd'hui, il existe des solutions de capsules réutilisables. Il J'ai vu qu'il y avait des entreprises qui avaient sorti ça, où on achète son paquet de café moulu et ils ont un système où c'est vraiment la même capsule qu'ils réutilisent à chaque fois. Donc pourquoi pas, à la rigueur, Oui, exactement, ça existe, pourquoi pas. Après, personnellement, moi, ce que je conseillerais, c'est d'avoir une machine, effectivement, on trouve des machines maintenant, les ordres de prix sont assez variables, mais on trouve des machines de qualité à des prix tout à fait accessibles. Et si on fait le petit calcul que vous avez fait tout à l'heure, à 18 € le kilo, un café tout à fait correct, donc un Arabica d'altitude, un café fin, vous achetez une machine, et si vous faites le calcul sur 1 an et demi, vous avez économisé de l'argent par rapport à un achat de capsule, et vous avez économisé de l'argent, et en plus, vous avez économisé la planète. Donc aujourd'hui, pourquoi se passer d'un petit investissement, ou bien même la méthode traditionnelle du café filtre, hein. Honnêtement, c'est très agréable de boire des cafés filtres, c'est tout à fait facile à faire et c'est accessible à tous. bah, super, bah, comme ça, on va pouvoir passer un peu à la partie, un critère d'évaluation, de la qualité d'un café. Alors, je sais qu'il y a une numérotation, est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça fonctionne? Comment c'est mis en place et comment on évalue la qualité, du café? Alors effectivement, le café, aujourd'hui, dans le milieu du café, on détermine la qualité d'un café avec une grille de notation. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pays européens, on a des cafés qui sont en termes de points, entre 80 et 100 points, entre 75 et 100 points. Donc, on a dans les coopératives et dans les ports d'embarquement des gens qui sont formés, ce qu'on appelle des Q-graders, Q comme qualité, et graders qui gradent, qui déterminent la qualité d'un café. Et pour que ça soit efficace et qu'on puisse évaluer les cafés de la même manière en Afrique, en Amérique latine, en Amérique centrale, en Asie, on a une méthodologie qui est uniforme avec un standard qui s'applique à tout le monde. Et donc, on note une dizaine de critères de 1 à 10. Et on va donc pouvoir déterminer ces cafés. On va pouvoir leur donner une note qui est basée jusqu'à 100. Aujourd'hui, des cafés qui ont 100 points, je n'en ai jamais vu de ma vie. Les meilleurs cafés que j'ai vus, ils avaient plutôt 93, 94, 95. Mais ça peut arriver exceptionnellement d'avoir des cafés à 97, 98 sur 100. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un café grande consommation en France, c'est entre 75 et 80. Un café de qualité, ce qu'on appelle un café fin, un café de qualité, ça va être entre 80 et 90. Et un café d'exception, c'est au-dessus de 90. Donc entre 80 et 80 et 100, on va appeler ça des cafés de spécialité. Alors que
en dessous de 80, on va appeler ça des cafés de commodité, en deux mots. Alors, qu'est-ce qu'on juge? D'abord, on va juger quand on reçoit un café, on va le torréfier, bien évidemment, et puis ensuite, on va le moudre et on va sentir la mouture. On va sentir, voir quel type d'arôme sortent. On va regarder la couleur du café, de la mouture, on va le sentir. Et puis ensuite, on va le mettre dans une tasse et on va rajouter une quantité d'eau. Alors, pour que les choses se passent de la même manière partout, il faut un protocole qui est complètement normé. Donc, on va mettre l'équivalent de 50 grammes de café pour 1 litre d'eau. Et tous les gens qui dégustent des cafés, qui vont noter les cafés, utilisent ce même protocole. Donc, pour une tasse de 200 millilitres, on va utiliser 12 grammes de café, on va mettre de l'eau à 95 degrés, et puis on va sentir cette infusion. Première fois, on sent la mouture, ensuite on va sentir l'infusion, et on va voir si, d'abord on va juger l'intensité, parce qu'il y a un arôme qui apparaît de manière intensive, ou est-ce que c'est fugitif, ou est-ce que c'est entêtant. Donc on va essayer de caractériser ces arômes, et puis après, on va essayer de caractériser d'abord l'intensité, et ensuite la qualité. Est-ce que ça va être plus des notes de caramel, de chocolat? Est-ce que ça va être des notes de fleurs, des notes de fruits? Et donc ça, c'est la première des choses. On va noter donc la partie odeur. Bien évidemment, on va noter ensuite la partie dégustation. Donc on va goûter le café et on va essayer de déterminer quels sont les arômes qu'on ressent en bouche. Et donc on va faire une aspiration rapide. On va aspirer du café et de l'air pour que le dispositif qu'on a tous en nous de la rétro-olfaction puisse envoyer les molécules aromatiques du café dans la partie nasale et qui va nous permettre de ressentir plus tel type d'arôme que tel autre. Et donc là, c'est pareil, on juge la qualité de l'arôme et l'intensité de l'arôme. Est-ce que c'est très intense? Est-ce qu'on a vraiment une quantité aromatique qui arrive dans le nez? Ou est-ce que c'est fugitif, fugace? Voilà, donc on va donner une note d'intensité et une note qualitative. On va sentir peut-être plus des fleurs de jasmin, on va sentir de la pêche, des fruits jaunes, on va sentir du caramel, on va sentir, dans certains cas, du praliné. Et donc ça, on va mettre un mot dessus. Ensuite, on va évaluer l'acidité. L'acidité, en termes de dégustation de café, c'est une qualité. C'est une qualité parce que ça va donner de la fraîcheur à la tasse. Et donc, on va noter l'acidité. Et donc, cette acidité, elle va être aussi, pareil, on note l'intensité et la qualité de l'acidité. L'acidité, on peut avoir plusieurs types d'acidité. On peut avoir une acidité citrique, une acidité acétique, une acidité formique. Et donc, on va essayer de définir quel type d'acidité on a. Et ça va être aussi un des attributs du café. Ensuite, on va évaluer le corps. Est-ce que le corps est soyeux? Est-ce que le corps est aqueux? Est-ce que le corps du café est plutôt sirupeux? Est-ce qu'il est râpeux? Donc on a tout un certain nombre de termes qui nous permettent de définir le corps du café. On va regarder s'il est équilibré. Est-ce que quand on boit une tasse de café, on a une petite note d'acidité, mais c'est contrebalancé par un peu d'amertume, une certaine douceur. Donc si on arrive à avoir ces trois éléments-là, on va dire le café est équilibré. Donc s'il est équilibré, c'est un gage de qualité. Évidemment, on aura évalué la douceur ou la sucrosité, c'est à peu près le même terme. On a des cafés qui sont naturellement assez doux, avec ce qu'on appelle une bonne sucrosité. On va avoir l'impression que le café, sans mettre de sucre dedans, a déjà une petite note de sucré. Donc ça, on l'évalue. Et puis après, on va, par défaut, évaluer les défauts. Parce qu'il peut arriver des défauts dans une tasse de café. On peut avoir une note de surfermentation. On peut avoir une note un peu boisée, mais avec une odeur de cuir un peu désagréable. On peut avoir une odeur de champignon, ça peut arriver, parce qu'il a mal été séché. Et donc, si on décèle ces notes-là, on met des notes négatives. Donc, on peut avoir un bon café sur son acidité, sur ses arômes, mais qui a un défaut.
et donc on va rabaisser sa note. Et donc à partir de là, on arrive, en notant tous ces critères-là, on arrive à une note sur 100. Et donc en sommant la totalité, on va avoir entre 70 et 100, sachant que tous les cafés qui sont en dessous de 70, ils ne sont pas mis en consommation dans un pays occidentaux. On s'en sert pour faire des solubles, on s'en sert pour d'autres utilisations, mais on ne les met pas on les trouve pas comme produits consommables en Europe. Et donc, voilà comment on note les cafés. Alors, les cafés qui sont en grande distribution, on a des cafés qui sont entre 75 et 85. Les très bons cafés, les cafés d'origine qu'on trouve dans les magasins de la grande distribution ou dans les magasins de proximité, on peut avoir des très bons cafés. Hein, ça arrive. Souvent, c'est des gammes de café un tout petit peu plus chères que le café standard, mais on a maintenant des cafés de très bonne qualité qu'on peut trouver un peu partout. Ouais, on se rend compte que c'est quand même, sacrément complexe, pour le commun des mortels, qui déguste son café tous les jours. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Bah, comme tu disais un petit peu au début, en se concentrant sur les saveurs et tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire nous pour vraiment déguster son café plutôt que juste, de le boire et de l'avaler rapidement? Alors, la première chose, et là je dirais, je ferai le même rapprochement que le vin, la première des choses, un bon café, c'est un café qui vous plaît. Hein. Euh, En deux mots, un bon café, c'est un café qui est bon pour le producteur, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un café qui est bon pour la planète, et c'est un café qui est bon pour le consommateur. Donc il ne faut pas avoir de scrupules, on est tous différents, on aime tous des choses un peu différentes, donc il faut d'abord que le café vous plaise. Et donc il faut que vous arriviez à identifier qu'est-ce que vous aimez. Et donc est-ce que vous aimez les cafés qui sont plutôt fruités, les cafés qui sont plutôt fleuris, les cafés qui sont plutôt amers, les cafés qui sont plutôt acides. Donc ça, c'est à vous de vous poser la question. Vous prenez un café, vous dites, tiens, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens quelque chose d'un peu d'une fraîcheur? Est-ce que je le trouve très amer? Est-ce que j'aime l'amertume? Il y a des gens qui aiment l'amertume. Et ça, on est tous différents, il faut l'accepter. Il faut juste se dire, qu'est-ce que j'aime et comment je le définis? Et donc, une fois que vous avez trouvé votre bon café, euh, moi, je sais que j'aime bien les cafés qui sont fruités. Donc, voilà, j'aime les cafés fruités. Pour avoir un café fruité, il ne faut pas le torréfier trop sévèrement. Il faut un café, une torréfaction médium, comme on dit. Et puis, il faut une quantité de café pour un ratio d'eau qui soit médium aussi. Il ne faut pas mettre trop de café. Il faut mettre à peu près le ratio que je vous ai donné tout à l'heure, entre 50 et 60 grammes de café par litre d'eau. Donc, si je fais une demi-cafetière, je fais moitié moins. Et ça, c'est important aussi, c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec les auditeurs, c'est qu'une fois que vous avez trouvé le bon café, il faut que vous répliquiez la recette, la fabrication de la même manière. Parce que on se dit, bah, tiens, je vais mettre 3 cuillères ce matin, je vais mettre en d'eau, l'eau, elle n'est pas chauffée de la même manière que la veille, les cuillères, c'est pas la même taille que la veille. Donc vous vous étonnez, vous dites, c'est bizarre, le café aujourd'hui, il n'est pas pareil qu'hier, pourtant c'est le même paquet. Hein, parce qu'on ne l'a pas fait de la même manière. Et donc, si vous voulez, une fois que vous avez trouvé la bonne recette, ce café, par exemple, je ne sais pas, ce café d'Éthiopie, vous l'aimez parce qu'il a telle caractéristique, telle caractéristique, telle caractéristique, telle caractéristique, et c'est ça que vous aimez, vous vous dites, bon, bah, c'est ça que je vais consommer aujourd'hui, et demain et après-demain, peut-être que vous changerez après, mais je vais le faire en mettant 12 grammes de café pour 200 millilitres d'eau. Je vais faire une eau à 95 degrés. Et puis demain, quand je vais refaire la même chose, je refais la même recette. Pareil. Donc, ce n'est pas très compliqué. Il faut avoir un petit peu de matériel. Donc, une bouilloire avec un rhéostat qui permet d'avoir la température de l'eau. Et puis, une cuillère que vous utilisez toujours la même. Et vous faites le bon dosage à chaque fois. Et ça c'est déjà, je pense que c'est déjà le premier pas pour apprécier le café, c'est d'être capable de le préparer correctement et surtout régulièrement. Et c'est là, au fur et à mesure, qu'on va améliorer sa capacité à apprécier le café. Question comme ça là qui me traverse l'esprit, au niveau de l'eau, est-ce qu'il faut utiliser une eau, précise, une eau enfin pas déminéralisée, mais une eau, naturelle en bouteille? L'eau du robinet, ça Alors, là aussi, si vous êtes puriste, il faut une eau qui soit, on a un degré de minéralité
très précises pour pouvoir avoir la meilleure extraction possible. L'eau du robinet, si vous avez une carafe filtre, c'est mieux de la faire passer dans une carafe filtre, parce que c'est effectivement dans l'eau du robinet, bien souvent, il y a un peu de chlore, il y a un certain nombre de produits qui sont rémanents et qui vont donner une note un peu particulière. Ce qu'il faut savoir, c'est que il faut que ça soit minéralisé, mais de manière équilibrée, parce que plus vous allez avoir, par exemple, si vous prenez une eau qui a plus de magnésium, vous allez avoir un goût particulier parce qu'il va extraire certaines molécules de votre café. Et si vous avez une eau qui est plus chargée en sodium, par exemple, vous allez avoir, avec le même café, la même quantité de café, vous allez avoir un goût complètement différent parce que les minéraux de sodium vont extraire d'autres types de molécules aromatiques de votre café, et donc vous aurez un café qui est complètement différent. Ça, c'est une expérience qu'on peut faire. Alors, si vous n'avez pas de carafe, ce qu'on nous on utilise dans nos expérimentations, on prend de l'eau de Volvic, parce que c'est celle qui est le plus standard en termes de minéralité, et donc c'est ce qu'on dit être l'eau standard pour faire la dégustation de café. Mais une bonne carafe avec un filtre, ça suffit largement, et déjà ça sera bien. Super. Est-ce que le café, il a des propriétés, sur la santé ou c'est vraiment plus un produit de plaisir? Alors, le café, moi je vais répondre les deux. Le café, c'est un produit stimulant, hein, on le sait. Maintenant, on sait bien analyser dans la littérature, on sait exactement quelles sont les vertus du café. Il est stimulant parce qu'il y a de la caféine. Et la caféine, c'est un stimulant et ça stimule notre organisme comme l'organisme de toute la vie animale. Donc, c'est quelque chose qui procure un certain nombre de plaisirs à l'individu, hein. Et les gens qui boivent du café, souvent boivent du café parce que ça les stimule, ça réveille le matin. On aime bien prendre un café au réveil parce que ça vous donne un coup de fouet. Ensuite, on sait que boire du café 2, 3, 4 tasses par jour, ça n'a pas de conséquences négatives la physiologie, sur le corps. En boire beaucoup, eh ben, ça va avoir un effet parce que vous avez un niveau de caféine dans le sang qui va probablement provoquer peut-être une tachycardie ou choses comme ça. Mais là, il faut en boire 3, 4 litres par jour. Je veux dire, en général, l'individu a une certaine rationalité et sent le moment à partir duquel il faut qu'il arrête de boire du café. Honnêtement, ce n'est pas un produit dangereux, c'est un produit stimulant, il faut le savoir. Il y a des gens d'ailleurs naturellement qui savent qu'ils ne doivent pas boire de café après 16 heures ou 17 heures parce que ça va les empêcher de trouver le sommeil rapidement le soir. Bon, il faut écouter son corps, mais c'est plutôt un produit plaisir qui a une vertu stimulante. Voilà, il faut le savoir, hein. Mais c'est aussi recherché pour ça, hein. C'est comme ça que le café s'est développé au tout début, au Moyen Âge. Le café s'est développé parce qu'il permettait aux gens de ne pas dormir, hein, et c'est comme ça que ça s'est développé. Comment on conserve le café une fois qu'on a ouvert le paquet? Donc, parce que tu as dit que vous essayez de privilégier des paquets un petit peu plus gros. Du coup, on ouvre notre paquet, comment on peut le conserver correctement? Alors, le café, il a trois ennemis, comme je disais tout à l'heure. Et d'abord, l'oxygène. Il est très sensible à l'oxygène. Ça provoque ce qu'on appelle une oxydation. Et donc, il faut absolument le protéger de l'oxygène. Donc, refermer le paquet ou le mettre dans une boîte hermétique, c'est la première des choses. Ne pas le laisser à la lumière ni à l'humidité, hein. Quand vous le laissez à l'humidité, ben, c'est pareil, ça commence, l'infusion commence à se faire et il va y avoir une détérioration des arômes. Donc, boîte hermétique, et on n'a pas besoin de le conserver au frigidaire, ce n'est pas nécessaire. Il faut le mettre dans un placard à température ambiante, ça suffit. Et de préférence le garder en grain, hein. Le café, les arômes du café s'évaporent moins vite quand ils sont en grain que quand il est moulu. Ça, c'est tout à fait facile à comprendre, puisque quand il est moulu, la surface au contact de l'air est plus importante, et donc les arômes s'échappent plus facilement que quand il est en grain et que les arômes sont enfermés dans le grain. Et donc, je conseillerais de garder aux gens d'acheter des grains, de les conserver en grains et de moudre que ce dont ils ont besoin pour la consommation. Souvent, on me dit, mais moi, j'ai l'habitude de le mettre au frigidaire. Alors, c'est pas grave de le mettre au frigidaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le frigidaire, c'est un endroit où il y a beaucoup d'odeurs.
toutes sortes d'odeurs, puisqu'on met toutes sortes de produits dans un frigidaire. Il peut y avoir de l'oignon, de l'ail, il peut y avoir du fromage, il peut y avoir des plats en sauce, il peut y avoir toutes sortes de produits. Et l'odeur, le café est une éponge à odeur. Donc, toutes les odeurs qu'il y a dans un frigidaire, si votre café n'est pas dans une boîte ou dans une poche hermétique, le café va prendre ces odeurs et il va, après, au moment où vous allez l'utiliser, va restituer ces odeurs. Donc, une petite expérience qu'on fait souvent, nous, c'est qu'on prend un paquet de café qu'on met à côté d'un plat à curry, par exemple. Vous le laissez 2 ou 3 heures à côté d'un plat de curry et vous goûtez le café, et ben, vous allez sentir que le café a une odeur de curry. Et donc ça, c'est à éviter. Voilà, donc ce qu'on conseille, nous, c'est une boîte hermétique dans un placard, température ambiante. Si vous avez l'habitude de le mettre au frigidaire, vous pouvez le mettre au frigidaire, mais attention aux odeurs. C'est un des risques de, de- de- de la perte de qualité du café. Super, on a fait un très gros tour, du café. Est-ce que tu peux me parler un peu de la gamme, de café éthiquable? Parce qu'on en a presque pas parlé, voire pas du tout. Est-ce que tu peux nous en parler? Eh ben, voilà, donc nous, on a des cafés d'abord qu'on aime bien, et donc on est content de les partager avec les consommateurs. C'est des cafés qui sont tous différents, qui apportent une spécificité chacun dans sa particularité. On a des cafés d'Amérique latine, des cafés d'Amérique centrale, des cafés d'Afrique, et puis un peu d'Asie. On a un café qui vient d'Inde. Et donc, on propose des cafés qui ont un panel aromatique assez vaste. Certains sont plutôt fleuris, d'autres plutôt fruités, et puis des cafés comme le Colombie ou plutôt le Guatemala, qui sont des cafés avec des notes de chocolat, de caramel. Alors, on a une diversité de qualités. On a des cafés en 250 grammes parce que aujourd'hui, il y a encore une grande partie des consommateurs qui achètent des paquets de 150 grammes moulus, ça fait partie du marché, donc on en a, mais on a aussi des cafés en 500 grammes et 1 kilo, et on doit reconnaître qu'aujourd'hui, la progression des ventes de café, ça se fait beaucoup sur le kilo grain, parce que les gens ont des machines, de plus en plus de machines, et donc achètent, voilà. Et ce qu'il ne faut pas avoir il faut avoir aucun scrupule à se dire, bah, j'achète un ou deux cafés différents, j'alterne, je regarde la différence entre ces deux cafés et voilà, je définis celui que je préfère le plus, pour quelles raisons. Et puis on peut aimer deux, trois cafés différents, c'est tout à fait possible. C'est comme le vin, hein. On peut aimer le Bordeaux et le Bourgogne, on peut aimer Côte-du-Rhône et le vin d'Alsace. Pour le café, c'est pareil, on a une diversité aussi importante. Et donc, il faut s'entraîner à ça. C'est un exercice intéressant. Alors, on accompagne le consommateur euh, avec des petits outils. D'abord, sur le paquet, il y a un certain nombre d'informations qui permet au consommateur d'identifier d'abord que c'est un café bio, un café du commerce équitable. On met le nom de la coopérative parce que pour nous, la traçabilité physique est importante. Donc, le café qui vient du Pérou de telle coopérative, on vous garantit que ça vient bien de cette coopérative. Et d'ailleurs, on marque la coopérative sur le paquet. Euh, et puis, on va vous faire donner des conseils d'utilisation. Voilà. Ensuite, on a fait un petit livret, ce qu'on appelle le livret de dégustation café, qui est euh, disponible sur une simple demande sur notre site internet, qui permet aux consommateurs de pouvoir aller plus en profondeur dans ses connaissances sur le café. On reparle un petit peu de tout ce dont on vient de parler, sur qu'est-ce qui fait un bon café, les terroirs, les différentes origines, comment le café est transformé, comment on le déguste, etc. Et tout ça, c'est dans un livret qu'on distribue gratuitement, hein, sur une simple demande sur notre site internet. Ouais, le livret, je l'ai eu entre les mains, il est incroyable. Enfin, vraiment, il est très, très, très complet. Je sais pas si est-ce que je pourrais le mettre dans les notes, de l'épisode pour que les auditeurs puissent y avoir accès, ou non, vous préférez qu'ils le demandent sur votre site? Bah, ça, je crois qu'il faudrait avoir avec Cécile, mais a priori, il y a pas de sujet comme ça. D'accord, bah, je C'est demanderai à Cécile qui Cécile. va gérer, voilà, c'est Cécile qui va gérer ça. Ça marche. Alors moi, j'ai encore 2 petites questions de fin. Mm. La première, c'est lequel est ton café préféré? Que ce soit chez vous ou un autre?
Alors moi, j'aime bien le café d'Éthiopie. Mon café préféré, c'est le café d'Éthiopie. Et j'aime bien ses notes fleuries. C'est un café qui est assez léger et qui a des notes de fleurs blanches. Et donc ça, j'aime bien. Mais j'aime bien aussi le café de Colombie. Donc le matin, je prends plutôt du café d'Éthiopie. Et après le déjeuner, après les repas, je prends plutôt du café de Colombie parce qu'il est un tout petit peu plus corsé. Il a des notes de chocolat et de caramel que j'aime bien. Et donc j'alterne. Mais grosso modo, la majeure partie des cafés que je bois, c'est Éthiopie et Colombie. Et Mais tu les... je suis toujours curieux de déguster quelque chose de nouveau. Donc ça m'arrive quand je passe chez un confrère et que je vois une origine que je connais pas, j'achète toujours un paquet pour essayer. Et tu les consommes de la même manière? Je veux dire, par exemple, en filtre tous les 2 ou tu as une façon, précise de les Non, consommer? alors le café d'Éthiopie, je le consomme en filtre et le café de Colombie, je le fais à l'expresso. Donc, j'ai une petite OK. machine expresso à la maison. Je, je fais un expresso. C'est là où je ressens les qualités, la sucrosité du café, ces notes de caramel là que j'adore. Je le retrouve mieux dans un expresso que dans un filtre. Expresso que tu fais toi-même à la main avec la mouture et tout ça ou une machine, Voilà. automatique? Voilà. Ouais. Moi, j'ai une machine, j'ai un moulin, et j'ai une balance pour peser la quantité de café que je mets dans mon porte-filtre, et j'ai une machine qui me donne une pression. Bon, ben, ça, je sais que tout le monde ne peut pas avoir ça, mais voilà, ça fait partie de mes petits plaisirs, hein. Ouais, je vois. Et ben, dernière question, c'est quoi ton petit plaisir coupable alimentaire, ta collation, ton snack favori? Ça peut aussi, être un plat. Ah ben, plat, plat, j'aime beaucoup le poisson cru. Donc, tout ce qui est ceviche, sushi, plutôt sashimi d'ailleurs, c'est des choses que j'aime beaucoup parce que c'est très fin. Il y a des notes aromatiques qui sont très subtiles. Et puis, il y a toujours ce côté un peu de umami qu'on retrouve pas partout. Et ça, le umami, une fois qu'on a pris l'habitude de le déceler, c'est quelque chose, c'est une saveur qu'on appelle la saveur du bien-être qui vous fait plaisir quand vous la ressentez. Et voilà, on la retrouve aussi dans le parmesan. Je suis un mangeur de parmesan invétéré parce qu'on retrouve cette notion de umami. Et voilà, et donc c'est un peu ça ma dada. Super. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup, pour cet échange qui était vraiment, très intéressant et très instructif. J'espère que nos auditeurs auront appris beaucoup de choses. Si on veut un petit peu plus, de Stéphane ou un petit peu plus d'Ethicable, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, on a un site qui est très bien fait, hein, donc ça, www.ethicable, ethiqable.coop. Là, vous avez énormément d'informations. Si en plus vous avez d'autres questions auxquelles on n'aura pas pu répondre sur le site, eh ben, vous pouvez toujours nous envoyer un message. On a un service information, un service consommateur auquel on répond systématiquement. Voilà, et puis voilà, nos produits on peut les trouver soit sur la boutique en ligne, sur la même adresse eticap.coop, soit dans tous les magasins de la grande distribution. Voilà, sans différence d'enseigne particulière. Vous nous retrouvez à peu près partout aujourd'hui dans tous les magasins. Super, je mettrai, le lien du site internet, dans les notes de l'épisode pour, les personnes qui sont intéressées. Voilà. Alors, l'intérêt du site internet, c'est que vous avez la totalité de nos produits. Et donc, vous pouvez faire un parcours initiatique sur les cafés, sur les chocolats, sur les thés, sur lesquels on a beaucoup travaillé ces derniers temps. Et tous nos produits sont disponibles sur le site internet, alors que dans les magasins, souvent, c'est une sélection de produits. Donc, ne vous étonnez pas si vous ne trouvez pas la totalité de nos produits en magasin. Chaque enseigne a fait son choix. Mais si vous voulez la totalité de nos produits, ils sont sur le site. Et en parlant, d'expérience, vous avez aussi, bon là je parle plus de la chocolaterie, on peut visiter la chocolaterie il me semble si je dis pas de Tout à bêtises. fait. Est-ce que vous avez la même chose pour le café ou pas encore ou est-ce que c'est prévu? Alors si, alors le café, on a une unité de torréfaction qui est basée à Pessac, chez un de nos partenaires historiques qui s'appelle Café Michel, hein, avec qui Etikable travaille depuis 15 ans maintenant.
qui a une usine de torréfaction et qui organise des visites 3 ou 4 fois par an. Et donc, là, c'est pareil, là, on prend rendez-vous, on peut regarder sur le site de la ville de Pessac qui organise des visites 3 ou 4 fois par an, ou sinon, c'est pareil, écrire soit à Ethical, soit à Café Michel, et on organise des visites assez facilement. Les usines sont des usines, donc il y a des protocoles à respecter. Sur l'usine de torréfaction, on fait des petits groupes de 8, 10, pas plus, parce qu'après ça devient compliqué. Mais voilà, c'est toujours un plaisir pour nous que de partager le travail qu'on fait au quotidien, et notamment on explique notre métier et puis on déguste et on fait déguster les cafés aux gens qui visitent notre site, justement pour qu'ils puissent bien appréhender les différences. C'est toujours un plaisir de s'apercevoir que les gens découvrent des choses. Et alors, je suis toujours je m'amuse beaucoup en faisant déguster des cafés très différents pour que les gens se rendent compte de l'amplitude de ce qu'on peut apprécier comme café. Bah voilà, bah si ça vous intéresse, chers auditeurs, n'hésitez pas à contacter Etikable ou la ville de Pessac pour prendre rendez-vous et visiter cette usine. Écoute Stéphane, je te remercie encore une fois énormément pour cet échange. On a passé 1 heure et demie ensemble. Vraiment, c'est un super épisode. Euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Ah bah, merci à toi, mais dis-nous, c'est toujours un plaisir d'expliquer ce qu'on fait, de mettre en avant le commerce équitable, hein, parce que ça fait partie un peu de notre combat au sens noble du terme. Et donc, quand on peut parler de commerce équitable et expliquer ce qu'on fait et l'importance de se poser des questions à chaque fois qu'on mange un produit, de se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce produit? C'est des choses qu'on apprécie. Et donc, tu nous as donné une fois de plus l'occasion de parler de ce qu'on fait et de tout ça. Et donc, on te remercie. Et puis on voit que vous êtes des passionnés, hein, parce que même avec mon échange aussi avec Christophe, c'était pareil. Enfin, je pense que même les auditeurs le ressentent. On, on sent que quand vous parlez, oui, il y a du commerce derrière, et forcément, il faut faire de l'argent pour faire vivre tout le monde, tout ça. Mais on sent que vous êtes profondément convaincu par ce que vous faites, c'est bien, et vous aimez ce que vous faites. Et ça, je suis persuadé qu'on le ressent, et c'est beau, quoi. Et ça donne des produits vraiment de qualité pour tout le monde, quoi. Donc, merci pour tout ça, en tout cas. Merci à toi. Et ben, je te dis à une prochaine. À une prochaine. Merci. Allez. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.